Au centre de la cavité thoracique prend donc place la masse cardiaque ainsi que ses gros vaisseaux. Et dans un premier temps, nous allons montrer la morphologie externe de ce volume cardiaque ainsi que des gros vaisseaux au-dessus et en dessous de lui. Le cœur est une double pompe située entre la circulation systémique, c'est-à-dire la circulation générale, et la circulation pulmonaire. Voici une pièce de dissection représentant l'ensemble de la masse cardiaque. Le cœur est un muscle creux avec 4 cavités. Il y a 2 cavités d'admission qu'on appelle atria ou oreillettes et 2 cavités d'éjection qui sont les ventricules. Voici un schéma un peu simpliste qui résume cette double circulation. La circulation systémique va donc conduire le sang depuis le cœur jusque vers les viscères et ramener le sang des viscères vers les cavités droites du cœur, la cavité d'admission étant donc l'atrium droit ou oreillette droite. Puis le sang sera dirigé vers la deuxième cavité droite, ventricule droit, et de là le sang sera propulsé vers les poumons. Des poumons, ce sang va revenir vers le cœur par les veines pulmonaires en direction des cavités cardiaques gauches, la cavité d'admission étant donc l'atrium gauche ou oreillette gauche. De là, le sang sera propulsé vers le ventricule gauche, qui, lui aussi, continuera le cycle et propulsera le sang vers les viscères. Voici les abréviations de ces cavités. Vous voyez que les atria sont étiquetés OD et OG, et en pratique médicale et chirurgicale, on continue à donc utiliser le terme d'oreillette, bien que le terme anatomique actuel soit celui d'atria. Les ventricules sont donc étiquetés VD et VG. Voici maintenant par transparence, à travers la cage thoracique que nous avons mise en place dans la partie précédente du cours, voici la silhouette de la masse cardiaque, qui est en fait une silhouette ovalaire, qui n'est pas exactement placée de façon symétrique dans la cage thoracique, mais qui a une rotation importante vers le côté gauche. Nous allons maintenant montrer quels sont les vaisseaux d'éjection du cœur avant d'insister sur la morphologie externe du cœur. Nous reprenons donc le schéma de distribution des 2 circulations pulmonaires et systémiques. Et en parallèle, voici une pièce de dissection qui représente le cœur, surmontée par cette arche qui est donc l'arche de l'aorte, c'est-à-dire la grosse artère systémique qui va quitter le cœur pour se répartir dans tous les viscères. Cette vue montre également l'artère pulmonaire qui est ici sectionnée très court sous l'arche de l'aorte. L'artère pulmonaire, c'est ce volumineux conduit artériel qui appartient à la circulation pulmonaire et qui dirige le sang depuis le ventricule droit jusque vers les poumons. L'aorte donc quitte le cœur par cette arche à concavité caudale, arche ou arc aortique, d'où partent des troncs supraaortiques de volumineuses artères que nous étudierons plus loin. Puis l'aorte va redescendre le long des parois thoraciques postérieures. On parle d'aorte thoracique. Puis l'aorte va franchir le diaphragme au niveau du hiatus aortique
pour devenir ensuite aorte abdominale. On voit ici sur cette diapositive la superposition du hiatus aortique qui symbolise donc la barrière du diaphragme. Nous allons maintenant montrer quelle est la situation des 4 cavités cardiaques dans le médiastin. Voici une vue de face de la cage thoracique et en superposition, voici la silhouette de la masse cardiaque avec sa forme ovalaire déportée vers le côté gauche. Voici la position de l'oreillette ou atrium droit et celle du ventricule droit. C'est donc le ventricule droit qui est la cavité cardiaque la plus ventrale, celle qui sera la plus proche de la face postérieure du sternum et des cartilages costaux. Voici la position de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, qui sont donc toutes deux des cavités plus dorsales que les cavités droites. En bleu, nous marquons ici la position du plan atrio-ventriculaire, c'est-à-dire le plan de séparation des atria en arrière et des ventricules en avant. Et en rouge maintenant, le plan septal, c'est-à-dire le plan qui va séparer l'ensemble des cavités gauches des cavités droites. Enfin, voici la position de l'apex du cœur, c'est-à-dire encore la pointe du cœur, qui est donc largement déportée vers le côté gauche et qui est en fait la partie la plus effilée du ventricule gauche. À la face inférieure du volume cardiaque, ces deux plans, bleu et rouge, plan atrio-ventriculaire et plan septal, forment une croix profonde qui s'enfonce dans le muscle cardiaque qu'on appelle la croix des sillons et qui est un repère anatomique très important. Le diamètre transversal du cœur est d'environ 10 cm. Le diamètre crânio-caudal est de 9 cm. Et le plus grand diamètre, le diamètre sagittal, est donc de 12 cm. Le cœur est donc un muscle qui pèse de 260 à 270 grammes selon le sexe. On décrit au cœur 5 faces qui nous permettront plus loin d'insister sur les différentes structures cardiaques et qui formeront en fait les 5 chapitres de ce cours. Voici donc la vue ventrale du thorax avec la silhouette du cœur. On positionne l'apex cardiaque, donc la pointe du ventricule gauche, et on représente par cette double flèche rouge un plan de coupe transversale qui est maintenant ici représenté. On oriente la coupe avec les côtés gauche et droit, et on va tracer maintenant le contour de la face antérieure, c'est-à-dire la face sternocostale du cœur. Ce trait bleu représente donc cette face sur la coupe transversale. C'est cette face cardiaque qui va donc être en rapport avec le sternum et les cartilages costaux. La deuxième face est la face pulmonaire en vert, ici sur la coupe transversale. C'est en fait la face gauche du cœur, celle qui aura le plus grand contact avec le parenchyme pulmonaire. On lui oppose la face dorsale, qui est en fait la face droite du cœur, ici en beige sur la coupe transversale. Ensuite, on parle de face diaphragmatique pour décrire la face inférieure du cœur, celle qui repose sur le centre phrénique du diaphragme. La face crâniale, ou face supérieure du cœur, est la face qui va porter l'origine et la terminaison des gros vaisseaux cardiaques.
Voici tout d'abord l'étude de la première face du cœur, face crâniale, sur une vue supérieure, avec vers le haut et la droite de la diapositive, la face gauche du cœur, c'est-à-dire la face pulmonaire, et vers le bas et la gauche de la diapositive, la face sternocostale. Par cette ligne marron, on représente la paroi thoracique et par ce rectangle hachuré, la position de l'os sternal. Nous allons mettre en place les différentes structures à décrire sur cette face crâniale du cœur en commençant par les veines d'admission systémique, c'est-à-dire ici la veine cave supérieure ou veine cave crâniale, et nous continuerons la description de cette face en suivant le flux sanguin veineux puis artériel. La veine cave supérieure s'ouvre au bord supérieur de l'oreillette droite ou atrium droit. Puis, dans le prolongement de cette cavité, nous trouvons la cavité du ventricule droit qui se termine par le tronc pulmonaire et donc l'artère pulmonaire qui dirigera le sang vers les deux poumons gauche et droit. Le sang pulmonaire va rejoindre l'oreillette gauche qui dirigera le sang oxygéné vers le ventricule gauche qui lui-même propulsera le sang dans l'aorte et son arc. À la surface du cœur, on repère des sillons. Celui qui est le plus dorsal, c'est le sillon interauriculaire, qui est facilement repérable à la surface de la masse cardiaque. Et perpendiculaire à ce plan, le sillon coronaire, qui est en fait le repère de surface de la ligne de partage des atria et des ventricules. Enfin, on repère ici le sillon interventriculaire qui sépare donc les ventricules gauche et droit. Et l'on insiste de nouveau sur l'apex du cœur, qui est donc la pointe du ventricule gauche, qui est donc plus à gauche que ce sillon interventriculaire. Voici maintenant la description de la face sternocostale du cœur, c'est-à-dire celle qui apparaît immédiatement dans le plan sous-jacent aux espaces osseux du sternum et aux cartilages costaux. On représente ici cette face par transparence à travers la paroi ventrale de la cage thoracique. Voici donc la face sternocostale. Et là encore, nous allons décrire cette face en commençant par les vaisseaux d'admission systémique, c'est-à-dire les deux veines caves, supérieure et inférieure, qui ramènent le sang systémique vers l'oreillette droite. À la surface de l'oreillette droite, on reconnaît deux types de parois tout à fait différents. En arrière, dorsalement, donc, l'oreillette droite a une surface qui est lisse, puis au-delà d'une limite verticale qu'on appelle le sulcus terminalis, la paroi de l'oreillette droite est pectinée, c'est-à-dire peignée avec des replis qui traduisent une paroi musculaire, alors que la paroi lisse est dépourvue de fibres musculaires. On repère ici, au bord supérieur et ventral de l'oreillette droite, un prolongement de cette cavité sous la forme d'une sorte de diverticule avec une paroi pectinée qui s'appelle l'auricule droite. Puis, l'espace cardiaque qui occupe le plus grand volume est ici le ventricule droit, celui qui est le plus près de nous sur le schéma, et donc la cavité qui est la plus proche de la paroi thoracique antérieure. Le sillon coronaire droit est ce profond sillon qui signe le partage entre les cavités atriales en arrière et ventriculaires en avant.
Le ventricule droit se prolonge par le tronc pulmonaire, qui est un tronc commun aux deux artères pulmonaires, gauche et droite. Sur ce schéma, voyez que l'artère pulmonaire gauche est plus courte, que l'artère pulmonaire droite est plus longue, qu'elle va passer sous l'arc de l'aorte, qu'elle va passer derrière la veine cave supérieure et qu'elle apparaît déjà divisée sur le schéma à partir du bord droit de la veine cave supérieure. Le sang revient ensuite des poumons vers l'oreillette gauche. Sur cette face sternocostale, l'oreillette gauche n'apparaît pas, à l'exception de son petit diverticule qui est ici l'auricule gauche, symétrique de l'auricule droit de l'atrium droit. Voici ici le ventricule gauche, séparé du ventricule droit par le profond sillon interventriculaire antérieur et la position de l'apex du cœur. Le sang est ensuite propulsé dans l'aorte et son arc. L'arc comprend une partie ascendante ou aorte ascendante, une portion horizontale, d'où partent trois volumineux troncs artériels. Et voici ici en cartouche la pièce anatomique qui correspond à ce schéma. Le premier tronc artériel est le tronc artériel brachiocéphalique ou TABC. Vient ensuite l'artère carotide commune gauche, puis l'artère subclavière gauche. L'artère carotide commune gauche naît au sommet de la convexité de l'arc aortique. Ensuite, il y a une zone rétrécie qu'on appelle l'isthme aortique, qui est immédiatement placée avant l'aorte descendante du thorax. Voici maintenant la présentation de la face pulmonaire du cœur, c'est-à-dire la face gauche du cœur. Là encore, nous allons conserver le sens du flux sanguin pour décrire ces structures et nous allons commencer par la mise en place de la veine cave inférieure qui rejoint l'oreillette droite qui ne peut pas apparaître sur ce schéma parce que trop postérieure. Des cavités droites, nous ne voyons pas non plus le ventricule droit et simplement le tronc pulmonaire avec sa division en artère pulmonaire gauche et artère pulmonaire droite. Le sang revient des poumons par les veines pulmonaires et ce schéma nous permet de voir uniquement les veines pulmonaires gauches. Il y en a deux, une veine pulmonaire supérieure gauche, veine pulmonaire inférieure gauche. Toutes les veines pulmonaires convergent dans l'oreillette gauche et au premier plan du schéma, on voit ici son prolongement diverticulaire, c'est l'auricule gauche. Le ventricule gauche occupe la plus grande partie de ce schéma et le ventricule gauche est séparé de l'oreillette gauche par le sillon coronaire gauche. Voici l'apex du cœur. Le sang contenu dans le ventricule gauche sera propulsé vers l'aorte ascendante, puis horizontale, puis descendante. On marque ici la position du sillon interventriculaire antérieur, c'est-à-dire le sillon entre ventricule gauche et ventricule droit. Enfin, en vert apparaît ici une structure ligamentaire qu'on appelle le ligament artériel qui correspond à un résidu embryonnaire tendu entre la division du tronc pulmonaire et la partie inférieure de l'arc aortique. Ce ligament est montré ici sur le schéma, sur la vue de dissection en cartouche. Voici maintenant représentés sur un seul et même schéma les faces dorsale
et diaphragmatique du cœur. La partie gauche des cavités cardiaques est donc sur la gauche du schéma. Et en bleu, on insiste ici sur la surface qui repose sur le diaphragme, c'est-à-dire sur la face diaphragmatique du cœur. On commence là encore la description par les vaisseaux veineux afférents, c'est-à-dire par la mise en place des deux veines caves, supérieures et inférieures, qui apparaissent dans le prolongement l'une de l'autre, de part et d'autre de l'oreillette droite. On retrouve à la surface de cette cavité cardiaque deux aspects différents, un aspect lisse en arrière, un aspect pectiné en avant, la limite étant marquée ici comme le sulcus terminalis. La cavité cardiaque suivante est le ventricule droit, qui propulse le sang dans l'artère pulmonaire, qui se divise ici en artère pulmonaire gauche et droite. Le sang revient des poumons par les veines pulmonaires et ce schéma permet maintenant de voir les quatre veines pulmonaires supérieure droite et inférieure droite, veine pulmonaire supérieure gauche et inférieure gauche. Ces quatre veines pulmonaires convergent comme des rayons de roue en direction de l'oreillette gauche. Le sang passe ensuite dans le ventricule gauche et sera propulsé vers l'arc aortique. Ce schéma insiste sur le sillon coronaire droit, donc sillon entre atrium droit et ventricule droit, sur le sillon interventriculaire postérieur entre les deux ventricules, et sur le sillon coronaire gauche. On voit ainsi nettement maintenant cette profonde dépression en croix à la face diaphragmatique du cœur que l'on appelle la croix des sillons et qui sera un repère important pour rechercher les éléments vasculaires des parois du cœur qu'on appelle les vaisseaux coronaires. Voici maintenant une organisation tridimensionnelle des quatre cavités. Et donc, à partir de ce volume global du cœur, voici ces quatre cavités éclatées afin d'insister sur la part de chacune de ces cavités dans le volume global du cœur. Voici maintenant une vue éclatée de cette masse cardiaque qui présente les deux volumes, gauche et droit, c'est-à-dire d'une part l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et d'autre part les cavités droites du cœur. Cet espace qui est artificiellement créé ici passe donc dans le plan septal, et ce schéma permet ainsi de comprendre qu'il n'y a pas sur les faces septales des cavités gauche et droite d'orifice de communication. Il n'y a donc pas d'échange sanguin gauche-droit à l'intérieur de la masse cardiaque. Cette vue du cœur, cette vue antérieure du cœur et des gros vaisseaux, montre la disposition du tronc pulmonaire et de l'aorte ascendante au-dessus du cœur. Et dans cette disposition, voyez que l'aorte ascendante semble naître des cavités droites, puisqu'elle s'interpose entre la veine cave supérieure et le tronc pulmonaire. En réalité, l'aorte est bel et bien dans le prolongement du ventricule gauche, et pour comprendre cette disposition tridimensionnelle du ventricule gauche et de l'aorte, il faut se reporter à une vue supérieure des gros vaisseaux. Il y a en effet une torsion de la trajectoire de l'aorte autour de celle du tronc pulmonaire. Voici le contour du ventricule gauche et du ventricule droit,
Voici l'orifice de l'aorte et celui du tronc pulmonaire. Voici maintenant, avec ces deux flèches, la torsion des deux gros vaisseaux, l'un par rapport à l'autre, qui entraîne une bascule vers la droite de l'aorte ascendante et vers la gauche du tronc pulmonaire. Voici maintenant sur ce petit schéma vu de face, avec une échelle de gris différente pour les cavités gauche et droite, la position de l'aorte en gris sombre, celle du tronc pulmonaire en gris plus clair, et encore une fois, ce phénomène de torsion d'un vaisseau par rapport à l'autre, ce qui donne l'illusion que l'aorte a une naissance plus à droite que le tronc pulmonaire. Voici maintenant une vue éclatée dans le plan atrio-ventriculaire. Si l'on sépare ainsi le volume cardiaque, en laissant sur la droite du schéma le bloc des deux ventricules et en arrière et à gauche celui des deux oreillettes, on fait donc apparaître ce plan de séparation atrio-ventriculaire, et ce plan est lui marqué par deux orifices extrêmement larges qui sont donc les orifices atrio-ventriculaires, un à gauche, un à droite. Il y a donc de chaque côté, au niveau de chacun des cœurs, cœur gauche et cœur droit, une communication atrio-ventriculaire. Voici maintenant une présentation de la silhouette du cœur sur une radiographie thoracique simple du thorax vue de face. Pour faciliter l'interprétation de la radiographie, on va tracer deux lignes obliques jaunes qui représentent la position des deux clavicules et une double ligne courbe qui représente la position des deux coupoles du diaphragme gauche et droite. Voici maintenant la silhouette du cœur et des gros vaisseaux au-dessus et en dessous du cœur. Il y a à la surface de ces volumes des arcs, des courbes qui sont constantes, qu'il faut savoir rechercher, car toute modification de ces contours ou disparition de ces contours signe l'existence d'un phénomène pathologique. Du côté gauche, il existe 4 arcs, avec ici le premier arc, puis le second, le troisième arc qui est le plus discret, et le plus volumineux étant le quatrième arc gauche. À droite, on décrit seulement 2 arcs qui sont beaucoup moins marqués, un arc supérieur, premier arc, et un arc inférieur ou deuxième arc. Enfin, si l'on prolonge le trait du deuxième arc, à droite, on peut voir parfois sur une radiographie normale les contours de la veine cave inférieure juste au-dessus du diaphragme. Voici maintenant l'interprétation de la silhouette cardiaque sur la radiographie thoracique de face. Nous avons montré sur cette radiographie quels étaient les contours avec ces 4 arcs à gauche et 2 arcs à droite. Voici maintenant la correspondance de ces arcs avec les structures anatomiques que nous avons décrites. Le premier arc gauche correspond à l'arc aortique, plus exactement à la portion horizontale de l'arc aortique. Le deuxième arc gauche est en fait le bord gauche du tronc pulmonaire, juste avant sa division en artères pulmonaires gauche et droite. Le troisième arc gauche est en fait formé par l'auricule gauche, juste au-dessus du quatrième arc, qui est le bord gauche du ventricule gauche. Ce quatrième arc se termine au niveau de la coupole diaphragmatique gauche. Du côté droit, le premier arc correspond soit au bord droit de la veine cave supérieure, soit parfois
à l'aorte ascendante qui peut être un peu déroulée vers la droite et déborder la veine cave sur son bord droit. Le deuxième arc droit correspond au bord latéral droit de l'oreillette droite. Sur une radiographie de face, une radiographie simple, il faut savoir également apprécier le volume du cœur qui peut augmenter lors de défaillance cardiaque et ainsi le diamètre entre les deux arcs droits et l'apex du cœur est de 13 cm. Entre l'angle cardiophérénique droit, c'est-à-dire la fin du deuxième arc droit et la coupole diaphragmatique droite, et le point compris entre les arcs 3 et 4 à gauche, il y a un diamètre de 11 cm. On a vu que le cœur était un volume largement tourné, déporté vers le champ pulmonaire gauche. Et ainsi, si cette ligne verticale pointillée représente le plan sagittal médian, on voit que la silhouette cardiaque est déportée de 3 cm vers la droite et de 8 cm vers la gauche. Et donc que le cœur occupe largement plus de place dans le champ pulmonaire gauche que dans le champ pulmonaire droit. Voici maintenant la projection de la silhouette cardiaque et des plèvres sur la paroi thoracique ventrale. On reconnaît ici la silhouette du sternum avec ses 3 pièces osseuses et celle des cartilages costaux, avec en trait noir épais les contours de l'aire dite cardiaque et en trait pointillé la position des plèvres contre le médiastin. Cet aire cardiaque, marqué en trait noir épais, est compris entre des points qui se situent dans les deuxièmes espaces intercostaux droit et gauche et 2 points inférieurs sur le cartilage de la 6e côte, avec du côté gauche une déformation de ce quadrilatère puisque, nous l'avons vu, le cœur est largement tourné vers le champ pulmonaire gauche. Il y a donc un point inférieur gauche qui est à 8 cm de la ligne médiane et un point inférieur droit qui en est à 3 cm. Les 2 points supérieurs sont situés à environ 1,5 cm par rapport au bord latéral du sternum. Cet ensemble est donc l'aire précardiaque. C'est une notion extrêmement importante car chaque fois qu'il y aura une plaie de la paroi thoracique dans ce quadrilatère, il faudra systématiquement suspecter une plaie cardiaque. Voici maintenant en pointillé à droite la limite de la plèvre médiastinale droite, la plèvre qui est donc plaquée contre le médiastin à droite et qui délimite un cul-de-sac qu'on appelle le récessus pleural droit. Cette ligne à gauche est celle qui représente le récessus pleural gauche qui est dû à la plèvre médiastinale à gauche. Sur ce schéma, nous faisons maintenant apparaître de façon très schématique la trajectoire des vaisseaux thoraciques internes, artères et veines, que nous avons décrits dans l'étude des parois du thorax. Ces vaisseaux ont donc une trajectoire quasiment verticale, parallèle aux bords latéraux du sternum. Ils en sont séparés d'environ 1,5 cm et ils sont donc directement en contact avec cette aire cardiaque. Ces vaisseaux sont donc très près du cœur, ce qui vous permet de comprendre que ces vaisseaux pourront être utilisés pour des pontages aortocoronariens, c'est-à-dire des pontages entre ces vaisseaux mêmes
et certaines artères coronaires pour pallier un défaut de circulation artérielle des parois du cœur.